D'abord, hommage effectivement aux organisateurs qui ont fait une journée absolument passionnante. Donc, merci à Nanoélectronique, Nanoélec. Merci à vous qui faites que cette longue journée, c'est quand même une longue journée, se termine à ce stade avec 8 minutes de retard. Alors, on ne sait pas encore combien j'ajouterai ou je soustrairai à ce retard, mais ça, vous le saurez à la fin de mon exposé si vous restez jusqu'au bout. Je voudrais dire d'abord que c'est un vrai bonheur d'être ici. C'est un vrai bonheur parce que l'exposition de ce matin, comme les exposés de cet après-midi, donne une image de vitalité, de dynamisme, de passion, de compétence, de confiance dans l'avenir, et que je dois dire que j'abhorre les déclinologues de toutes sortes, et que ce n'est pas ce qu'on voit ici. Cela dit, je voudrais partir d'un constat. Premièrement, tout le monde est d'accord sur la nécessité de l'innovation. Tiens, voilà déjà 5 qui partent, c'est inquiétant. Donc, tout le monde est d'accord sur l'importance de l'innovation, à la fois parce que c'est une condition, 6, de potentiel de croissance, et c'est une condition de compétitivité dans le monde mondial, dans le monde d'aujourd'hui, si on ne veut pas que la réponse à la compétitivité soit uniquement la réduction des revenus de ceux qui travaillent, ce qui ne me paraît pas un objectif légitime. Le second constat, c'est que la recherche française, la recherche publique, a une excellente réputation. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est remarquable, avancée, excellente. Le troisième constat, c'est que quand on regarde nos classements, notamment au classement du Forum de Davos, c'est qu'en termes d'innovation, on n'est pas classé de façon extraordinaire. On n'est pas au bas du tableau, mais on n'est pas au haut du tableau non plus. Et donc, il faut se demander pourquoi. Alors, il y a à cela des explications. D'abord, si notre recherche publique est assez puissante, notre recherche privée, tout du moins en pourcentage du PIB, est moins importante que dans un certain nombre de pays. Le crédit d'impôt recherche a pour objet de remédier à cela. Et puis un second constat, c'est qu'on dit que le passage de la recherche publique à l'innovation, de l'innovation au marché, est un peu plus difficile et un peu plus lent en France qu'ailleurs. Et donc, c'est, je pense, une des explications de la création du PIA. Quelques mots sur le programme d'investissement d'avenir qui... Donc il y a eu un PIA 1, un PIA 2, 47 milliards au total, dont 2 milliards pour les instituts de recherche technologique. Le chiffre n'a pas été beaucoup mentionné, mais je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler. On a vu un peu des fruits de ces 2 milliards tout au long de cet après-midi et de cette matinée. La bonne nouvelle, c'est que le président de la République a annoncé qu'il y aurait un troisième programme d'investissement d'avenir de 10 milliards voté en 2016. Alors, quels sont les points clés du programme d'investissement d'avenir ? Je les dirais en 3 mots qui s'appliquent, me semble-t-il, tout à fait à notre sujet. Le premier mot, c'est l'excellence. Partir de l'excellence de la recherche publique, de la recherche privée, et du fait que nous nous intéressons aux entreprises, quelle que soit leur taille, qui sont excellentes. Nous n'avons pas une passion particulière pour les canards boiteux, et d'ailleurs, je n'en ai pas vu cet après-midi ou ce matin. Le second mot qui nous caractérise, c'est l'innovation. Je ne vais pas y insister lourdement, c'est le sujet de toute notre journée. Et puis le troisième mot, qui est tout aussi important, mais qui est aussi parfaitement illustré par notre journée, c'est la coopération. Au fond, quand nous nous comparons à nos amis allemands, notamment, dont j'ai apprécié l'exposé du représentant, qui était plein de vérités bonnes à dire, la coopération en France entre des acteurs tous remarquables est peut-être moins forte que celle qui existe dans d'autres pays. D'abord, la coopération entre l'État et les entreprises. Ensuite, la coopération entre la recherche publique et la recherche privée. Et enfin, on ne la mentionne pas assez, la coopération entre entreprises, soit au sein de filières, soit de façon horizontale entre entreprises qui partagent des défis communs, des contraintes communes, des objectifs communs. Et au fond, eh bien, le programme d'investissement d'avenir a comme objectif de maintenir l'excellence,
de renforcer l'innovation et de développer la coopération, le travail en commun. Alors, dans le PIA 3, nous ne savons pas exactement comment seront répartis les 10 milliards que j'ai mentionnés. J'ai fait des propositions, 4 milliards de subventions, 2 milliards de dotations décennales, 4 milliards de fonds propres, autrement dit de fonds destinés aux entreprises dans lesquelles on veut investir. Ces propositions sont bien sûr soumises au gouvernement et au Parlement, elles n'ont pas fait l'objet de décision encore. Les champs couverts seront les mêmes au total que les PIA précédents. La recherche, l'enseignement, l'innovation, le numérique, l'aide aux entreprises performantes, le développement durable, bref, des sujets qui ont été évoqués tout au long de la journée. Nous n'envisageons pas de créer de nouvelles IRT ou de nouvelles ITE, parce que nous considérons que les IRT, tels qu'ils ont été présentés, couvrent les champs qu'il faut couvrir, les priorités qu'il faut couvrir pour réussir. Mais bien sûr, nous voulons capitaliser sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent et assurer qu'il y ait un retour financier ou économique et social sur toutes les sommes que nous allons investir. À propos, 47 plus 10, ça fait 57 milliards de crédits publics engagés et cela justifie une exigence en termes de retour. Et ça me conduit à mon troisième point. Quelles sont les orientations qui nous paraissent s'imposer concernant le transfert de technologie et la valorisation de la recherche? La première, que j'ai déjà mentionnée, c'est une coopération accrue entre recherche publique et recherche privée, entre recherche et entreprise, entre entreprises, et pas seulement entre grandes entreprises et moyennes entreprises, entre grandes entreprises et petites entreprises, entre entreprises moyennes et petites. Le second, qui a aussi été mentionné, et qui est un sujet important en France, c'est de faire en sorte que la fluidité de circulation des chercheurs soit mieux assurée entre la recherche publique, l'université et la recherche appliquée, comme dans les IRT. Il faut reconnaître, là ça ne dépend pas de vous, mais c'est pour moi un enjeu majeur, il faut qu'un chercheur voit son trajet dans la recherche appliquée, dans un IRT, valorisé comme son activité en matière de publication scientifique est valorisée dans sa carrière universitaire. Là, nous avons quelques progrès à faire, je le pense, et M. Mandon n'est plus là, mais je ne manquerai pas de lui en reparler. D'ailleurs, il partage, je crois, cette conviction de façon absolue. Le troisième, c'est de faire qu'il y ait une fluidification dans le passage de la recherche publique à l'objet industriel et commercial, effectivement industrialisé et commercialisé. Nous avons vu une illustration de cette fluidification nécessaire lors de la signature de la convention entre IRT et SAT. C'est un événement important. J'ai parlé beaucoup de coopération, quelquefois les organismes publics coopèrent moins entre eux qu'on ne pourrait imaginer qu'ils le devraient. On a vu là un exemple un peu différent et je m'en réjouis. Mais il faut aussi que, quand une idée, une innovation apparaît et qu'elle n'est pas portée par une grande entreprise, eh bien, il y ait derrière des mécanismes qui permettent de transformer cette innovation en un projet entrepreneurial. Notre ami canadien a expliqué que dans son pays, il fallait que l'argent de l'entreprise vienne avant le projet. Nous acceptons que le projet vienne avant l'argent. Mais enfin, il faut bien qu'à un moment donné, l'argent entrepreneurial apparaisse. Alors, face à ces trois objectifs, que dire des IRT et des ITE que j'associe aux IRT? Bon, on a souligné, ils sont jeunes. Ils sont en train d'être jugés et appréciés par des experts extérieurs.
Donc l'opinion que je donne est une opinion provisoire et personnelle, puisqu'elle n'est pas validée par des juges impartiaux. Je pense que les IRT ont fait, au global, du très bon travail, et le président de FIT, l'association des IRT, a souligné qu'ils étaient sur une pente de croissance vigoureuse, dont je comprends qu'elle n'a pas de raison de s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et il y aura, à la suite de ces évaluations à mi-parcours, des corrections à faire, des améliorations à apporter, et je ne doute pas que ceci sera fait. Si ce bilan est globalement positif, c'est parce que je crois que le modèle fonctionne et qu'il est pertinent, et on a vu naître des bâtiments qui n'étaient pas nécessairement des prouesses architecturales, mais qui sont des bâtiments fonctionnels qui ont permis aux IRT d'avoir une implantation réelle, de ne pas être des objets virtuels. Les objets virtuels ont beaucoup de vertus, mais l'objet réel est quand même propice au caractère humain. Donc, c'est une bonne chose. Troisième point, c'est qu'il y a sûrement une place pour la simplification, l'accélération. Alors, je dois dire, là, c'est une recommandation que je me fais autant à moi-même qu'aux IRT. Ce matin, un certain nombre de conventions ont été signées pour simplifier les processus. On a tous convenu qu'on n'était pas au bout du chemin. Et l'ANR et son président, comme moi, attendons avec intérêt et sympathie toutes les propositions de simplification. Et je pense que, Michael, je m'engage pour vous comme pour moi en disant que nous les examinerons et nous les mettrons en œuvre dans des délais extraordinairement rapides, sauf, bien sûr, pour celles qui ne relèvent que des autorités européennes, où nous essayerons d'aider, mais notre puissance est limitée. Quatrième point, c'est une musique que j'ai entendue, notamment au déjeuner. Il y a probablement quand même des progrès à faire en matière de gouvernance et de cohérence dans certains IRT. C'est un enjeu, une institution vit parce qu'elle a une âme commune, ce qu'on appelle affectio societatis, fort, et qu'elle ne rassemble pas simplement des partenaires opportunistes. Et je vois bien que nous sommes passés de 300 à 500 partenaires, j'ai entendu cela qui est positif. Il est important que dans chaque IRT, il y ait un cœur cohérent, public-privé, qui soit totalement engagé sur l'ensemble de l'activité de l'IRT. Cinquième point, aussi abordé ce matin, et qui, je crois, est en bonne voie, c'est le développement de l'échange et de l'apprentissage des meilleures pratiques. Les IRT sont nés récemment avec une certaine diversité, et c'était bien. Mais, bon, chacun a progressé sur certains points, il faut échanger ses progrès, faire participer les ITE à cet échange, et aussi tirer parti des expériences internationales. Et je dois dire que j'ai trouvé extrêmement positif que la première table ronde comprenne un Canadien, une Américaine, un Allemand, et ne soit pas, comme trop souvent, un exercice franco-français où nous parlons entre Français de sujets de français. Donc, nous avons beaucoup à apprendre, je pense, grâce à cette internationalisation de la réflexion et de l'action. Et ça me conduit à mon dernier point. Je pense effectivement qu'il y a une dimension internationale des IRT qu'il faudrait développer encore. Voilà, cela me conduit à ma conclusion. Au fond, le point principal, après je ferai quelques rappels, c'est que, je l'ai dit, aucun objet ou aucune action n'incarne mieux les ambitions du programme d'investissement d'avenir et du commissariat général à l'investissement que les IRT. Parce que les IRT, c'est justement l'excellence, l'innovation, la coopération. Et donc, pour nous, la réussite des IRT est symbolique de la réussite du programme d'investissement d'avenir. Il y a une solidarité absolue entre votre réussite et ce que nous espérons être la réussite du programme d'investissement d'avenir.
d'avenir. Et donc, je voudrais, après avoir salué les progrès accomplis, évoquer quelques progrès à venir. Les premiers sont dans la ligne de ce qui a été évoqué, la croissance de l'activité, l'intégration des acteurs, la gouvernance, la fluidité des transferts de l'innovation, de l'invention à l'activité économique. Je pense que pour construire ces progrès dans l'avenir, il faut effectivement tracer une feuille de route, une stratégie pour l'avenir que doit faire chaque IRT, mais aussi l'association des IRT pour le schéma d'ensemble des IRT. Et puis, ça me conduit à la seconde série de choses, c'est comment construire l'avenir ensemble, les IRT et leurs associations et nous. Et au fond, on voit qu'on a deux enjeux. Le premier, bien sûr, c'est d'assurer la pérennité des IRT. Et cette pérennité, en dehors de la réussite pratique, elle est d'abord financière. Il n'est pas exclu que le programme d'investissement d'avenir puisse y contribuer dans une certaine mesure au-delà des 10 ans qui sont le terme des conventions actuelles. Mais cette coopération n'est possible, ne sera possible, même si nous ne sommes pas canadiens, que si les financements privés sont au moins à la hauteur des financements publics et que si, sur contrat, sur ressources externes, les IRT, si je puis dire, trouvent le supplément qui leur permet d'assurer cette croissance et de financer cette croissance. Ce n'est pas la ressource publique traditionnelle qui permettra d'accompagner cette croissance. Le second point, c'est qu'il faut co-construire ensemble le PIA 3. Pas dans son ensemble, mais en tout cas dans cette partie qui concerne les IRT. Nous en avons aussi commencé à en parler ce matin. Là, l'échéance, c'est le printemps prochain. Et je sais que je peux compter sur les responsables des IRT pour accompagner cette mission qui sert les IRT, qui sert le programme d'investissement d'avenir et qui, je crois, sert aussi notre pays et son développement futur. Merci.